Tu te rappelles Ghostbusters? D'abord, on dit pas Ghostbusters, on dit SOS Fantôme. Alors d'une part, à part les vieux croulants comme toi, personne ne dit SOS Fantôme. D'autre part, cette traduction ne concerne pas tous les opus de la franchise. Extreme Ghostbusters, en français, ça s'appelle toujours Extreme Ghostbusters, même si l'ancienne équipe s'y appelle toujours SOS Fantôme. Ok, je me rappelle les séries animées Ghostbusters. Enfin, celles qui appartiennent à franchise dérivée des films Ghostbusters et qu'il ne faut pas confondre avec la série live The Ghostbusters, en 3 mots, qui racontait les aventures d'un duo de détectives spécialisés dans le paranormal et de leur gorille, joué par un acteur dans un costume de gorille. Cette série live a eu une adaptation en série animée en 86, intitulée Ghostbusters en un seul mot, exactement comme le film d'Ivan Reitman sorti 2 ans plus tôt, mais on va dire que c'est une coïncidence et certainement pas une manœuvre pour surfer sur le succès d'une œuvre homonyme n'ayant rien à voir. On va dire, c'est pas moi qui blâmerai la tentative de toute façon. Ce film est assez pourri. C'est pas réellement un film, mais une succession de sketchs. Bon, Crocodile Dundee aussi, c'est une succession de sketchs. Mais dans Ghostbusters, aucun de ces sketchs n'est suffisamment marquant pour qu'on soit content d'avoir vu le film. Je comprends pas qu'il ait suffi à lancer une franchise. Le deuxième est bien meilleur, mais il n'existe que parce que la franchise marchait déjà au moment où il a été fait. Vraiment, je m'explique pas le phénomène. Et la franchise homonyme d'avant, elle était mieux? Difficile d'affirmer quoi que ce soit à partir du peu que nous avons pu voir. La série live est un sitcom avec rire préenregistré qui semble baser son humour sur les calembours bidons et le côté kitsch extrêmement assumé des décors et des costumes. Nous n'avons pas pu voir ce que donnait la série animée. Quoi qu'il en soit, c'est à cause de cette série animée que le dessin animé de la franchise que nous connaissons a dû prendre le nom de Real Ghostbusters pour se distinguer de l'autre. Real Ghostbusters est divisé en plusieurs saisons, 2 bonnes et une plus mauvaise, puis une nouvelle série mal dessinée appelée Slimer and the Real Ghostbusters qui commence à toucher le fond et creuser encore. Elle a tout ce qui peut énerver dans les dessins animés énervants. Bon, sauf... Qui je suis? En matière d'insupportabilité, je crois bien qu'on a suffisamment d'équivalents. Mais parlons d'abord des bonnes saisons. C'est une série typique des dessins animés américains des années 80. C'est-à-dire qu'elle est dans le style de Tortue Ninja, avec une forte composante humoristique. Elle raconte la vie quotidienne de défantomisateurs professionnels, vraisemblablement payés par la mairie, mais parfois embauchés par des particuliers pour nettoyer la ville de New York et ses alentours des fantômes qui, pour une raison non précisée, pullulent dans cet univers. Et ses alentours? Ce sont de très vastes alentours. Ce qu'on appelle fantôme ici, c'est toutes sortes de manifestations paranormales. Mais il est assez rare que la créature du jour soit l'âme en peine d'un défunt revenu pour combler quelque chose d'inachevé dans sa vraie vie. Ça arrive, mais le cas de figure le plus courant pour les héros, c'est d'affronter une créature paranormale, vraisemblablement née telle qu'elle est, parfois une entité démoniaque à la solde du diable, parfois un être venu d'une autre dimension, parfois une créature mythologique, connue ou moins connue, parfois un dieu et parfois... on sait pas trop. Et de temps en temps, c'est l'ombre d'une personne qui est morte en laissant quelque chose d'inachevé derrière elle, l'obligeant à revenir hanter. La mascotte du club est un cas de on ne sait pas trop. Car en plus de chasser les fantômes, ces défantomisateurs les étudient. Ce ne sont pas uniquement des prestataires louant leurs services, ce sont des chercheurs, une partie d'entre eux en tout cas. Et pour mieux étudier leur sujet, les fantômes, ils en ont adopté un. C'est plutôt lui qui les a adoptés. Bon, quoi qu'il en soit, la série n'est pas forcément claire sur ce qu'on désigne sous le nom de fantôme. Ça peut être des choses très variées et sans grand rapport entre elles, comme ce qu'on désigne sous le nom de microbe ou de poisson. Ces créatures ont surtout en commun d'être toutes détectables de la même façon, avec un psychotentiomètre, en tout cas c'est l'appellation définitive dans Extreme Ghostbusters, et capturables toutes de la même façon, avec un piège à fantômes. Et en général d'être nuisibles. De toute façon, quand elles le sont pas, on prend pas forcément la peine d'appeler les SOS fantômes pour s'en débarrasser. Les membres de cette équipe sont, à première vue, les mêmes que ceux du film. Je dis du film parce que la série a débuté bien avant le 2 et n'en tient pas compte. Enfin, presque pas. Le quatuor principal est donc à première vue celui du film. À première vue. En réalité, leur apparence et leur personnalité sont assez différentes. Pour cause, la série n'est pas la suite du film. En fait, elle tranche la question dans un épisode où les SOS fantômes se rendent sur les lieux du tournage du film fait sur eux et commente le fait d'être interprétés par Dan Aykroyd et Bill Murray. Le film est un film dans la continuité de la série, mais un film adapté de leur histoire, un peu comme dans Men in Black. D'ailleurs, ils ont bien eu à affronter Gozer incarné en Bibendum Chamallow à leur début. Ils y font régulièrement référence. On n'aura jamais de détails, mais ça n'a pas dû se passer exactement comme dans le film. Déjà, le Bibendum Chamallow n'a pas été détruit mais enfermé dans l'unité de confinement avec tous les autres fantômes. On le voit réapparaître plusieurs fois dans la série. Ensuite, quand on le voit réapparaître, on constate qu'il n'a pas la personnalité d'un dieu sumérien apparu pour détruire le monde. Le traumatisme de la capture a peut-être altéré sa personnalité. Oui, c'est un dieu, mais bon. Ce qui est important, c'est surtout que les personnages ne sont pas les mêmes que dans le film. Egon Spengler est sans doute celui qui change le moins entre le film et la série.
Moralement, je veux dire, parce que physiquement. Mais qui a eu l'idée de lui donner cette banane de cheveux blonds? C'est sûr que c'est censé être le plus nerd de la bande, alors on le voit mal se mettre du gel tous les matins pour faire tenir ses cheveux. Je crois bien qu'ils sont comme ça au naturel, on le voit jamais, mais jamais décoiffé. Ça doit arriver, si, dans les mauvaises saisons. Si c'est les mauvaises saisons, ça compte pas. Egon est le typique génie de fiction, absolument exceptionnel dans sa discipline, mais totalement inepte pour ce qui est des relations humaines, en particulier les relations amoureuses. Donc c'est celui qui a une intrigue amoureuse qui dure toute la série. Toutes les séries. On reviendra sur l'intrigue amoureuse. Egon, c'est le chef scientifique blond passionné par ses recherches au point que ça vire à l'obsession et que rien d'autre ne l'intéresse dans la vie. Non. En fait si. Raymond Stantz dirait, l'autre scientifique a des centres d'intérêt plus diversifiés. Il faut dire que si Egon est surtout chercheur, Ray est plutôt l'ingénieur du groupe, c'est lui qui perfectionne le matériel de chasse aux fantômes. À part ça, il a un caractère de grand enfant, gentil, naïf et toujours positif. Non. Si? Non. Winston Zeddemore est le seul des Ghostbusters à n'être rien d'autre qu'un Ghostbuster, sans assumer à côté la fonction de chercheur, d'ingénieur, de secrétaire ou de commercial de l'agence. Il faut dire que son apparition dans le film est assez tardive et sort un peu de nulle part. On se demande bien pourquoi ce personnage a été introduit, vu qu'il ne sert pas à grand chose après son apparition. Sa présence est beaucoup plus exploitée dans la série, même s'il n'est ni le geek, ni le doux rêveur, ni le caractériel, mais surtout le normal qui va réagir comme réagirait n'importe qui face à ce à quoi les héros sont confrontés. La série suivante le prouve, l'équipe des Ghostbusters n'avait pas spécialement besoin d'un Jack William Dalton pour exister. Étant donné que, même s'ils ont des caractères et des rôles bien définis quand ils sont à la caserne, ils sont assez synchro sur le terrain pour qu'on croie à leur équipe. Mais le fait que quelqu'un soit là pour signaler que ce qui est incongru est incongru, vu que personne d'autre dans le groupe ne va le faire, c'est plutôt une bonne chose. En outre, les 2 saisons sont longues et on a l'occasion de faire plusieurs épisodes sur Winston, ce qui permet d'approfondir son personnage. Difficile de déterminer à quel point le personnage change par rapport à son avatar dans le film, vu que le Winston du film n'est pas très défini. Il blague, il se pose des questions métaphysiques et il essaye de se servir de son arrivée tardive dans l'équipe comme argument pour que le maire le croie, mais à part ça, il n'y a pas grand chose à dire de lui. Le Winston de la série est pragmatique, il a une relation conflictuelle avec son père, il a quand même fait quelques études même s'il n'est pas un scientifique comme les autres. Et dire que j'ai fait des études supérieures pour en arriver là. Il s'intéresse à la conquête spatiale, et le fait qu'il ait la voix de Yoga du Cygne dans pas mal d'épisodes contribue à lui donner du caractère. Attention, hein, si vous me faites du mal, mes copains vont se fâcher. Je dis pour rien, je n'ai jamais su mentir. Peter Venkman est celui qui change le plus entre le film et la série. Il est plus sympathique dans la série. Bon, c'est pas bien difficile, et vu qu'il est toujours en charge de l'aspect commercial et financier de SOS Fantôme, il sera jamais complètement sympathique non plus. Le commerce, c'est rarement complètement sympathique. Mais au lieu d'être un escroc de première sans scrupules comme dans le film, c'est juste un beau parleur qui est seulement assez cynique pour ne pas avoir peur de tricher quand c'est nécessaire, mais quand même honnête et généreux au fond, même s'il n'aime pas trop montrer cet aspect de sa personnalité. L'autre personnage vraiment métamorphosé, c'est Janine Melnitz, la secrétaire des SOS Fantômes. Pas vraiment. En fait, la Janine du film est suffisamment peu développée pour qu'on se dise que la transformation n'est que physique. Ce qui change, c'est l'attitude du scénario vis-à-vis d'elle. Dans le film, son rôle de secrétaire de l'agence et son attirance pour Egon sont censés être un gag. Parce qu'elle est moche, et que quand une secrétaire est moche, c'est un gag, et que quand une moche est amoureuse, c'est un gag. Dans la série, on veut en faire un vrai membre de l'équipe, et un love interest crédible pour Egon. Du coup, sans être un canon de la beauté, elle n'est plus présentée comme étant un laidron, et toute la perception qu'on peut avoir de son rôle de secrétaire, de ses remarques acidulées et de la façon dont elle fait du rentre-dedans à Egon change. Dans les bonnes saisons, Janine est un personnage tout à fait satisfaisant. Elle va rarement sur le terrain avec les autres, mais joue correctement son rôle de secrétaire à la langue bien pendue qui aura toujours la réplique marrante au moment où il faut. Et quand on en a l'occasion, on montre que c'est une femme d'action, pas juste une gratte-papier. Plusieurs répliques laissent entendre qu'elle est très mal payée, voire pas payée du tout. Ah, si au moins on te payait, on pourrait te menacer de diminuer ton salaire. Il faut dire que sa motivation pour travailler pour l'agence est assez dépourvue d'ambiguïté. À première vue, Egon est complètement indifférent à ses avances. Combien il en a conscience varie selon les scénaristes. Mais dès qu'il est sur le point de sacrifier sa vie pour sauver le monde, c'est son prénom à elle qu'il prononce avant de le faire. C'est la fin du voyage. Oui, je suis fier d'avoir travaillé avec vous tous. Toi aussi, Peter. Trop aimable. Mais la prochaine fois, oubliez de m'appeler les gars, hein, d'accord? Janine. Dans les bonnes saisons, leur relation ne dépassera jamais le stade du flirt. Il faut dire que chaque fois que Janine arrive à convaincre Egon de sortir de son labo pour faire une activité de flirt, il se passe quelque chose qui brise tout ce que le moment pourrait avoir de romantique. Mais bon, en même temps, la série est plutôt orientée humour et action, pas tellement émotion.
Donc on ne s'attendait pas à ce que cet aspect du scénario soit excessivement développé. Et en parlant d'humour, à l'instar de pas mal de séries des années 80, celle-ci a une mascotte, nous l'avons déjà évoqué. Bon, c'est pas franchement une mascotte mignonne, mais quand même. Slimer, ou Bouffe-Tout selon les épisodes, est un fantôme, au sens large du terme. Il est à peu près certain qu'il n'entre ni dans la catégorie des démons, ni dans celle des morts revenus hanter le domaine des vivants. Il est une anomalie ectoplasmique qui peut changer de densité à loisir, ce qui lui permet de passer à travers les murs mais également d'agir sur le monde physique, en particulier la nourriture. Il est physiquement semblable à la créature que les SOS fantômes du film capturent dans un hôtel de luxe, mais rien dans la série ne vient confirmer ou infirmer que c'est comme ça que les SOS fantômes de la série l'ont rencontré. Ce qu'on sait, c'est qu'il fait partie des fantômes qui s'étaient échappés de l'unité de confinement au moment de l'invasion de Gozer, et constatant qu'il est inoffensif, les SOS fantômes ont décidé de l'adopter au lieu de le recapturer, vu que pour eux, c'est quand même bien pratique d'avoir une entité ectoplasmique volontaire à étudier à la maison. Bouffe-Tout, on va l'appeler comme ça parce que c'est le nom le plus fréquemment utilisé, est dégoûtant car il laisse des traînées ectoplasmiques partout, glouton au point d'ingurgiter toutes les provisions sans en laisser à personne, en dépit de sa voix de méchant de Nicky Larson en VF, il a la mentalité d'un gamin hyperactif, et fout pas mal de bordel tellement il est surexcité. Bref, il n'est franchement pas un compagnon de vie facile. Merel l'aime bien parce qu'il aime tout le monde, Egon est plus que ravi d'avoir un cobaye volontaire pour ses expériences, Winston le supporte parce qu'il supporte tout le monde, Janine le supporte parce qu'elle supporte déjà les 4 autres, ce qui fait que le boulot de s'énerver de son comportement énervant revient au caractériel du groupe, Peter. Les disputes entre Bouffe-Tout et Peter sont un gag récurrent, mais comprenons-nous bien. Peter s'énerve contre Bouffe-Tout parce qu'il est énervant, il le déteste pas pour autant. Il n'a jamais le cœur de mettre ses menaces envers lui à exécution. Et Bouffe-Tout ne s'y trompe pas, il a une affection particulière pour Peter. Dans la mise en scène de ces 2 premières saisons, il y a des dialogues et des scènes qui ne sont pas forcément utiles à l'action, mais permettent de faire exister les personnages. Les répliques sont drôles parce que désinvoltes, un peu façon Draculito. Ce sont des héros adultes qui font ça depuis une durée indéterminée, mais suffisamment longue pour qu'ils soient expérimentés, et du coup, ils discutent du type de snack acheté par Janine alors qu'ils sont en pleine mission. On devrait dire à Janine d'acheter ce genre de truc au lieu de ces éternels beignets aux pommes. Cette série a les défauts et les qualités des dessins animés des années 80, mais elle reste dans la moyenne haute, une action intéressante, des personnages sympathiques et un humour basé sur l'absurde qui ne fait pas forcément mouche à tous les coups, mais reste globalement très plaisant, que demande le peuple. Par l'absurde ne fait pas forcément mouche à tous les coups, nous voulons dire que les incongruités sur lesquelles sont basées les blagues sont parfois un peu bébêtes. Mais c'est du bébête drôle, pas du bébête chiant. Le bébête chiant, il n'apparaîtra que plus tard, dans les mauvaises saisons. A noter qu'à des moments on y utilise des vrais fusils, pas des fusils laser comme souvent dans la télé-jeunesse. Ça fait partie des éléments symptomatiques du fait que la normalisation des séries animées n'avait pas encore eu lieu et qu'on était encore en plein dans la période où l'inspiration du moment prévalait sur les vues d'ensemble. Bon, le coup des armes à feu, on le retrouve dans la série suivante, mais... Enfin, on y reviendra. Sur le plan technique, il y a quelques soucis, mais ça ne fait pas décrocher. Ce qui est un peu plus dommageable, c'est la cohérence. Les règles internes à l'univers varient selon les épisodes. Tantôt, il faut éviter de tirer sur les vivants avec les packs à protons au risque de les désintégrer, tantôt c'est pas si grave. Des fois, on nous sort de nulle part que les fantômes se désagrègent dans les pièges au bout d'un moment, ce qui n'a jamais été évoqué avant. Des fois, Peter parle de sa mère comme si elle était morte, des fois il l'évoque comme si elle était vivante, Là, on touche à la philosophie. et d'autres fois, on lui rappelle qu'il doit l'appeler. Bon, après, on sait bien que les séries pour enfants se permettent souvent quelques largesses dans ce style, et on trouve des incohérences sur les règles de l'univers, même dans les séries plus récentes. Série pour les enfants, série pour les enfants... Il y a quand même 2-3 blagues de cul qui se sont glissées dans les dialogues. Voilà des petites mignonnes qui n'ont pas peur des pirates. Au fait, ça fait combien de temps que j'ai pas quoi? Ça fait si longtemps que j'ai oublié. Des références un peu perchées, et des blagues de 4ème mur. Ah, depuis le temps, j'aurais dû apprendre à ne jamais dire ce genre de bêtises au milieu de l'épisode. Cette série a pris la peine de penser au plaisir du babysitter qui regarde avec les enfants, mais pas d'avoir une bible littéraire solide. Ces 2 premières saisons ne sont pas la suite l'une de l'autre. Elles ont été diffusées simultanément sur 2 chaînes différentes et se passent donc dans la même période chronologique. On a déjà eu l'occasion de parler de cette bizarrerie du système de diffusion américain qui laisse penser a posteriori que des épisodes de la saison 1 sont des suites d'épisodes des saisons suivantes. Real Ghostbusters ayant peu de continuité, le problème ne se pose pas autant que dans Mr. Mask et Aladdin. La saison qui a été diffusée sur la chaîne Syndication est beaucoup plus longue. Elle est peut-être un peu plus orientée action et paraît avoir un budget légèrement inférieur par épisode, mais il n'y a pas de véritable différence qualitative entre les deux. Autre chose à dire ? Ce serait bien d'évoquer le fait que la VF de cette série a cette tendance assez courante pour les VF de cette époque de rajouter des borborigmes ou des bouts de phrases sans contenu informatif
comme pour gogoliser un peu l'ensemble. Qu'est-ce que c'est? Oh là là! Oh là là, je vois pas. Oh, j'ai peur. Oh la pas ce poulet, il a l'air vilain ce poulet. Ici, c'est Maurice Sarfati qui en fait des caisses quand il double Bouffe-Tout et les autres fantômes. Bon, écoute Ray, je reconnais que t'avais raison pour ces volailles maléfiques, mais de là à me faire croire qu'elles peuvent avoir la taille d'un immeuble... Ah ouais, il exagère un petit peu, il est de Marseille. Comme s'ils cherchaient à atténuer leur côté effrayant, ce qui n'est pas forcément utile vu que la série a plus vocation d'être humoristique que d'être effrayante. Quoi qu'il en soit, sans être une œuvre immortelle, ces 2 premières saisons constituent une série plaisante et drôle, avec des personnages sympathiques et un univers qui, même s'il n'est pas toujours cohérent, est attirant, et contrairement au film, mérite bien le succès qu'elles ont rencontré. En tout cas, autant que Tortue Ninja qui, comme j'ai dit, sort du même moule. Et donc, alors que tout marchait à merveille pour cette série, le comité Q5 a décidé que rien n'allait, qu'il fallait tout changer et a pris les choses en main. Et ça a donné les mauvaises saisons de Real Ghostbusters. Bon, on raconte beaucoup de choses sans nuance sur ces mauvaises saisons. On dit que le caractère et le look des personnages ont été brusquement changés, on affirme carrément que les scénarios des épisodes sont devenus soudain beaucoup plus chiants, on prétend que l'état d'esprit global de la série est devenu plus crétin sans qualité rédemptrice et que Bouffe-Tout s'est mis à devenir le principal centre d'attention des créateurs. Eh bien... Tout est vrai. Absolument tout. Bon, nuançons quand même. Nous autres Français, nous avons eu la chance de nous voir épargner le brusque changement de voix de Janine et Peter. Ce qui fait que le virage pris par la série est moins flagrant, moins douloureux, et permet de constater que la perte de qualité est en réalité plus progressive que ce que vous dirait Fellows de Fellows on the Movies. N'empêche qu'assez rapidement, on réalise qu'on n'a plus vraiment de plaisir à regarder les épisodes. Les personnages n'ont pas seulement changé de caractère, ils ont perdu tout caractère. Ils sont une bande de gentils bonshommes totalement interchangeables et dévoués à la véritable vedette de l'émission, Bouffe-Tout. L'humour tombe à plat, l'action est fade, et oui, ça devient de plus en plus crétin. Car, encore une fois, c'est progressif. Le vrai sommet est atteint quand la série change de nom pour s'appeler Slimer and the Real Ghostbusters. À l'instar de l'arc des Metarex dans Sonic X, on a pris des notes sur ces mauvaises saisons, et on pourrait vous en dire des choses, mais franchement, elles valent pas la peine qu'on en parle. Regardez-les pour vérifier si ça vous tente, mais si vous voulez mon avis, épargnez-vous ça, ça ne manquera vraiment pas à votre vie. Parlons plutôt de la 2e série animée sortie en 97 et qui est censée être la suite de la première, Extreme Ghostbusters. Oui, extrême. En général, c'est pas bon signe, mais là, c'est l'exception qui confirme la règle. Ça s'appelle Extreme Ghostbusters parce que l'agence de défantomisation a été renommée Extreme Ghostbusters dans l'histoire. Extreme Ghostbusters, j'écoute. Bon, soyons clairs, nous avons adoré Extreme Ghostbusters, mais c'est une série qui n'est pas exempte de défauts. Déjà, c'est une bonne série en tant que telle, mais ce n'est pas une bonne suite. Elle est dans un état d'esprit vraiment très différent de la première série, et elle pose des problèmes de continuité assez importants. Ça encore, c'est rien, la continuité n'était pas très cohérente dans la première série, même dans les bonnes saisons. Certes, mais la première série était principalement une série humoristique. Extreme Ghostbusters, ça a des aspects humoristiques, mais le fond est sérieux. De ce point de vue, elle est tout aussi typique de son époque que la précédente l'était de la sienne. C'est sans doute principalement ça qui fait que c'est problématique d'en faire une suite, et pas un reboot comme Tortue Ninja a plutôt choisi de le faire. On vous donnera une meilleure idée de ce qu'on veut dire par ces problématiques en tant que suite en vous exposant un peu le pitch de cette nouvelle série. 10 ans ont passé depuis la précédente série. Les Ghostbusters sont tellement bien bossés qu'ils se sont mis eux-mêmes au chômage technique, vu que plus aucun fantôme n'ose se balader dans leur dimension maintenant. Ils se sont chacun reconvertis dans un autre métier, sauf Egon qui continue à donner des cours de paranormal à l'université, et Janine qui est au chômage et... Bon, déjà, premier problème, pourquoi ils sont toujours pas ensemble? Franchement, je sais qu'il y a des gens coincés, mais ces deux-là s'aiment secrètement depuis 10 ans sans avoir jamais rien concrétisé. Ce n'est vraiment pas crédible. C'est pas vraiment sûr qu'il n'ait jamais rien concrétisé, on va y revenir. Donc Egon donne des cours à l'université, mais comme il n'y a plus de manifestations paranormales durant ces 10 dernières années, plus personne ne croit aux fantômes. Et plus personne n'assiste aux cours en question, sauf les passionnés et ceux qui veulent grappiller des points facilement pour faire remonter leur moyenne. Ça fait 4 élèves en tout. Le semestre dernier, je n'en avais que la moitié. Je vais pas relever le fait que tout le monde ait déjà oublié les phénomènes paranormaux qui ont failli détruire New York à plusieurs reprises 10 ans plus tôt. Parce que c'est pareil dans Dragon Ball Z, hein. C'est pas un gage de qualité. Parce que c'est pareil dans Batman la relève. Et de toute façon, dans Real Ghostbusters, on a déjà pu constater que les New-Yorkais avaient la mémoire sacrément courte de ce point de vue-là. Et en y réfléchissant, on peut toujours se dire qu'ils préfèrent se convaincre que tout ça n'était qu'une hallucination collective. Or donc, après 10 ans d'accalmie, les fantômes se disent que le danger est passé et qu'ils pourraient bien revenir maintenant que les empêcheurs de hanter en rond ont pris leur retraite. Enfin, ça aurait un rapport avec la réouverture d'un tunnel de métro. Ou pas, peu importe.
Vu que les anciens Ghostbusters sont déménagés dans d'autres villes, Egon n'a pas d'autre choix que de refonder une équipe en 4ème vitesse avec ceux qu'il a sous la main, ses élèves. À partir de là, il n'y a plus de référence vraiment explicite à l'ancienne série, à l'exception notable d'un épisode qui est la suite d'un épisode des mauvaises saisons de l'ancienne série. Mais c'est une suite dans les grandes lignes. Ce qui est dit sur l'épisode de Réal dans Extrême est vrai seulement d'un certain point de vue au mieux, et de toute façon les deux séries ont des règles trop différentes pour qu'il puisse vraiment en être autrement. Le reste du temps, et en dehors du double épisode de fin qui fait revenir l'ancienne équipe, les références à l'ancienne série sont discrètes, plus de l'ordre de l'allusion, et d'ailleurs sont parfois exagérément implicites. Tout ça pour dire que si on n'a pas vu Real Ghostbusters, on peut parfaitement suivre l'action d'Extreme Ghostbusters sans décrocher à cause d'éléments obscurs parce qu'on n'a pas les références. Si on l'a vu, il vaut mieux ne pas trop y penser, et pas seulement pour des questions de continuité. Encore une fois, l'état d'esprit est très différent. Témoin l'épisode du joueur de flûte d'Extreme Ghostbusters qui est manifestement le remake d'un épisode de l'ancienne série, avec Roland dans le rôle de Peter, mais sans l'histoire de Winston qui serait le descendant ou la réincarnation d'un héros légendaire. Ce genre de détail bébête qui faisait le sel des séries des années 80 a disparu dans Extreme Ghostbusters. Bon, disons pour faire simple qu'il y a quand même parfois des trucs vraiment bébêtes dans Extreme Ghostbusters, mais pas bébêtes drôles. Bébêtes façon, les scénaristes n'ont pas réfléchi assez loin alors qu'ils avaient l'ambition d'écrire une histoire intelligente. Mais au final, c'est comme Monster Rancher. Ce qui marche dans cette série marche suffisamment pour qu'on arrive à passer outre ce qui ne marche pas. Je propose qu'on traite le cas de ces trucs bébêtes une bonne fois pour toutes, comme ça après on pourra parler de ce qui fait que cette série est assez géniale en tant que série pour qu'on lui pardonne de pécher en tant que suite. Ok, pourquoi Egon et Janine sont pas ensemble? Alors, le seul épisode qui affirme clairement qu'ils n'ont jamais rien concrétisé n'a aucun sens. Donc permets-moi de douter de sa canonicité. Egon s'y fait embrasser à pleine bouche par Janine et demande d'un ton sincèrement curieux à ses élèves si ça veut dire que Janine est vaguement intéressée par lui. Après l'avoir sauvé de l'emprise hypnotique d'une créature démoniaque en lui parlant sentiment, ce qui en soi ne pouvait marcher que si Janine était vaguement intéressée par lui. Alors désolé, mais quand ça n'a aucun sens, ça n'existe pas. Le reste du temps, on peut considérer qu'Egon et Janine ont été ensemble mais ont rompu à un moment donné, voire qu'ils se sont remis ensemble depuis la reformation de l'équipe, et donc interpréter leur attitude comme celle d'un couple qui n'a pas envie de dire explicitement qu'il est un couple. Du moins l'attitude d'Egon comme celle de quelqu'un qui n'a pas envie de dire devant ses élèves qu'il couche avec sa secrétaire. Et comme effectivement ce serait assez illogique de penser que Janine soit toujours à fond sur Egon après toutes ces années si elle n'a pas obtenu un peu satisfaction, et illogique de penser qu'Egon soit resté de marbre tout ce temps alors qu'il a réellement des sentiments pour Janine, je vais choisir de l'interpréter comme ça et de ne pas me fier à l'épisode écrit par un scénariste bourré. Après, l'épisode où Janine et Egon se mettent ensemble dans Real Ghostbusters fait partie des mauvaises saisons. Peut-être, mais c'est un des rares bons épisodes de ces mauvaises saisons, qui tente même de donner une justification scénaristique à l'inconstance du design de Janine et à son changement de voix en VO. Ce serait dommage de ne pas le considérer comme canonique. De toute façon, ça change rien au fait que si après toutes ces années Janine et Egon ne sont pas ensemble, c'est qu'ils le seront jamais. Donc autant considérer qu'au moins ils l'ont été, sauf dans l'épisode bizarre qui de toute façon contredit sa logique interne, donc on peut ignorer. D'ailleurs, il est assez facile d'ignorer ce qui est bizarre ou bébête dans cette série, parce que si on exclut le flou autour de la relation d'Egon et Janine, ce qui sera bête, ce sera toujours un détail d'un épisode, ou plusieurs détails dans un épisode. Vous êtes sous l'emprise d'une transmutation sexuelle. Ou un épisode entier, mais en tout cas, on pourra toujours ignorer et passer à la suite. Ça n'aura jamais de conséquences sur les règles fondamentales de la série. Le record de stupidité est détenu par l'épisode du Sphinx. Sur le papier, le concept fonctionne. Egon fait une crise d'angoisse parce qu'il prend de l'âge, mais son âge lui donnant de l'expérience, il est le seul de l'équipe à résoudre l'énigme du Sphinx, le monstre du jour, et sauver la situation, ce qui le rassérène un peu. Le souci, c'est que c'est fait à la n'importe quoi. Déjà, le Sphinx n'a pas changé d'énigme depuis Édipe. Les héros connaissent la légende, donc ils devraient connaître la réponse. Mais non, ils galèrent tout l'épisode à la chercher alors que c'est connu comme le loup blanc. Ensuite, parce que ce n'est pas la sagesse et l'expérience qui permettent à Egon de comprendre que l'homme est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, 2 pattes le midi et 3 pattes le soir. C'est le fait qu'il se fait mal aux pieds au début de l'épisode et est obligé de marcher avec une canne. Et qu'il mette ça sur le dos de son âge, alors que bon, il s'est juste fait mal aux pieds, ça arrive aussi aux jeunes. Il met ça sur le dos de son âge parce que c'est pas le seul symptôme de son vieillissement. Just because my hair is turning gray and I'm getting flabby, my eyesight and hearing have diminished, my metabolic rate has slowed down and I'm no longer producing brain cells, doesn't mean I'm getting old. Dans ce contexte, c'est assez logique de penser que s'il se fait mal plus facilement, c'est parce que son corps est moins solide qu'avant. Au fait, c'est quoi cet âge canonique qu'il vient d'atteindre? I'm 39. Comment dire? Egon. J'ai 39 ans et je t'emmerde. J'ai pas besoin d'une canne pour marcher, pas d'arthrite, pas de cheveux gris, pas de rides, parce que 39 ans c'est la force de l'âge du con. C'est pas logique.
À supposer qu'Egon ait l'âge de l'acteur qu'il a incarné dans les films, il ne peut pas n'avoir que 39 ans à la fin des années 90. On a dit que les films n'étaient pas dans la même continuité. Pour l'âge des personnages de Real Ghostbusters, le repère temporel qu'on a, c'est que Janine était au lycée en 1977. Elle a donc bien 39 ans à la fin du 2e millénaire. Mais est-ce qu'Egon et elle ont le même âge? Ça voudrait dire que les SOS Fantômes ont moins de 30 ans dans leur série. En ce qui concerne Egon, j'ai du mal à y croire. C'est quand même un chercheur expérimenté au moment où il dirige son agence. En tant qu'ancienne universitaire, je t'assure qu'un thésard ça fait exactement le même boulot qu'un titulaire, en particulier aux États-Unis où les gens sont pas mal livrés à eux-mêmes dans les labos. Et puis j'ai aucun mal à croire qu'on puisse être devenu un spécialiste reconnu dans un domaine pendant sa thèse pour peu que le domaine soit nouveau et peu étudié. Egon et Ray pourraient très bien avoir tout juste passé leur thèse au moment de la série. Ouais, avec leur design et leur caractère, j'ai beaucoup de mal à croire qu'ils ont moins de 30 ans. Admettons, alors Egon n'est pas censé avoir du mal à marcher. À 40 ans, on n'a pas du mal à marcher juste à cause de l'âge. Et même si c'est pas rare d'avoir des rides et des cheveux gris à cet âge-là, ça fait pas la même impression qu'à 70 ans, et c'est pas ça qui nous fait nous sentir vieux. On déprime parce qu'on a raté sa vie et qu'il est trop tard pour en changer, et ça fait se sentir vieux. Mais on n'en est pas au stade où on se rend compte qu'on ne peut plus rien faire du tout à cause des marques physiques de l'âge. Il est difficile de comprendre pourquoi il y a des épisodes comme ça dans cette série. Les scénaristes n'étaient pas idiots et ils n'étaient pas paresseux, ils ont su faire de très bons épisodes à côté de ça. Donc si on me disait que ces deux épisodes, celui du Sphinx et celui du baiser, ont été écrits par la nièce de 13 ans de la directrice d'écriture alors qu'elle passait au studio, et qu'ensuite les animateurs se sont trompés et les ont animés comme si c'était des épisodes normaux, je ne serais pas surpris. Surtout celui du Sphinx. L'idée qu'on est physiquement vieux à 39 ans est une idée très enfantine. C'est une idée du genre qu'on a quand on est enfant, qu'on n'a même pas quand on écrit pour des enfants. Et même si le double épisode de fin persiste avec cette idée bizarre que les héros de la série précédente sont des vétérans de 39 ans, ce côté très enfantin n'est par ailleurs pas du tout typique de cette série. On y reviendra. Par chance, ces deux épisodes, ainsi que tous les autres couacs un peu plus discrets qu'on peut trouver ça et là, sont totalement bénins. Et il est tout à fait possible de passer outre. D'autant que la récompense pour avoir passé outre est qu'on se retrouve à regarder une très bonne série. On peut synthétiser ce qu'il y a à en dire en 2 mots. Adélaïde Productions. Il est arrivé à Adélaïde Productions de rater sa série. Une seule fois. En général, quand on va voir une série Adélaïde Productions, on sait qu'on va voir une série originale, drôle et profonde, avec une esthétique particulière et un côté hors des sentiers battus plus que plaisant. Et devinez quoi, c'est exactement ce qu'on a ici. On vous a dit qu'Extreme Ghostbusters était une série sérieuse. Ceux qui s'en souviennent sont sûrement surpris, car la composante humour est tout de même assez proéminente dans la série. Mais c'est humoristique au même titre que Men in Black est humoristique. C'est le côté déjanté et décalé des situations présentées qui est comique. Mais pour les personnages, ces situations sont très sérieuses. Bon, ça c'était déjà un peu le cas dans Real Ghostbusters, en dépit de la désinvolture que les SOS Fantômes pouvaient manifester vis-à-vis de leur combat quotidien. Le truc en plus de Extreme Ghostbusters, c'est que des sujets très sombres peuvent être abordés dans l'épisode et que la série ne rechigne pas à montrer des trucs authentiquement effrayants. Chose très évidente dès le début, le public cible de la série est légèrement plus âgé que la plupart des autres séries. Je dirais que ça s'adresse directement aux préados, là où les séries dont nous parlons habituellement se contentent d'avoir un intérêt pour les préados et plus. Outre les éléments visuels qui contrastent énormément avec la frilosité de Godzilla qui n'est que d'1 an sa cadette, il y a des aspects de fond qui ne trompent pas. La toute première histoire qu'on nous raconte parle de la difficulté de faire son deuil d'un proche. La toute deuxième parle de racisme et d'antisémitisme. Oui, carrément, pas métaphoriquement. On trouve tout de même un truc pour éviter que la croix gammée apparaisse dans le cadre. Mais c'en est pas moins un épisode sur l'antisémitisme sans la moindre précaution verbale pour atténuer la dureté du sujet. Je connais ce genre de type. Il n'y a qu'à les regarder pour savoir qu'ils sont racistes. Ils n'aiment pas les noirs. Roland, tu ne serais pas un peu susceptible? Gareth ne fréquenterait jamais des gens comme ça. Ouais, tu as sûrement raison. La troisième histoire nous dit brutalement ceci. Ça révèle autre chose, avoue-le. Les vers, c'est tout un symbole. En vérité, c'est de la mort que tu as peur. Oh, bravo, quelle découverte. Oh non, t'es très fort. Eh ben non, j'ai seulement peur des larves. Ça me rend folle, compris? Bah, pourquoi tu le prends si mal? Je croyais que tout le monde avait peur de la mort. C'est un peu ce qui fait que des épisodes comme celui du Sphinx ou celui du baiser choquent. La série n'a pas le droit de traiter ces sujets de travers parce que les sujets en question sont sérieux et que les premiers épisodes ont promis que le ton serait à la hauteur des sujets. La question du handicap, par exemple. Minute papillon, pour parler de la question du handicap, il va falloir parler de l'handicapé et donc présenter un peu la nouvelle équipe. Ce serait bien, en effet. Bon, Egon et Janine sont à peu près les mêmes Egon et Janine que dans les bonnes saisons de Real. En peut-être un peu plus effacés parce qu'ils passent le flambeau à la nouvelle génération. Slimer, qui a définitivement repris son nom anglophone dans la VF, est assez discret dans cette série, et à part qu'il parle comme la Linéa, il n'y a pas forcément grand chose à en dire. Les 4 étudiants recrutés pour constituer la nouvelle équipe sont Gareth, Roland, Kylie et Eduardo. Contrairement à ce qu'on pourrait croire vu leur design, ils ne sont pas des ersatz de l'équipe précédente. Bon, ils
Ils ont peut-être été pensés comme des ersatz au moment de leur conception. Mais dès qu'on a commencé à les approfondir, ils ont gagné leur personnalité propre, indépendante de leur modèle. Mais puisqu'on en a parlé, commençons par présenter Garrett. Garrett Miller est handicapé, mais ce n'est pas l'handicapé. Le fait qu'il se tienne debout dans un plan du générique donne l'impression que son handicap est un ajout tardif à son personnage lors de la production. C'est le sale gosse irréfléchi et tête brûlée, pas mal voyou sur les bords et extrêmement casse-cou. Le fait d'être en fauteuil roulant n'a visiblement pas plus d'impact sur la façon dont il se perçoit que le fait d'être roux. À part un dialogue avec Egon, qui serait intéressant s'il n'était pas dans l'épisode du Sphinx, sur le fait qu'on ne doit pas sous-estimer ses compétences, une fois où il essaie d'apitoyer des Men in Black en mettant son handicap en avant, et éventuellement une fois où son handicap est l'objet d'une blague, non seulement ce handicap ne sera jamais mis au premier plan, mais Garrett mettra un point d'honneur à faire tout ce que ferait un valide en encore mieux, ou encore pire. Bon, c'est pas tout à fait vrai que le handicap n'est jamais mis en avant. Le fait que Garrett soit en fauteuil roulant fait de lui un tank sur le terrain. Un tank que l'ennemi doit neutraliser en le désarçonnant. Quoi qu'il en soit, la chaise roulante est plus souvent un atout qu'un impedimenta, et Garrett se retrouve mine de rien à être assez fréquemment celui qui sauve son équipe. Ça c'est pas tant à cause de sa chaise roulante qu'à cause de son caractère, qui comme on a dit n'est pas franchement influencé par le fait d'être paraplégique, à moins d'imaginer, ce qui est assez facile, qu'il a développé ce caractère par défi envers sa condition. Comme on a dit, Garrett est un sale gosse, tête brûlée, extrêmement prétentieux et casse-cou. Il n'essaie pas de s'attirer la sympathie des gens en jouant de son handicap, et il n'essaye certainement pas d'être sympathique. C'est le plus immature du groupe, et du coup le plus intrépide sur le terrain. C'est également et très paradoxalement le sportif du groupe. C'est aussi le bad boy. Il est capable de rivaliser avec les valides au basket et a même son business d'arnaque autour de ça, en pariant avec des gens pas au courant qu'il peut les battre facilement. On constate d'ailleurs que, dans l'épisode qui met en scène ce que les héros rêvent d'être, Garrett ne rêve pas d'être valide, mais d'être champion de basket en chaise roulante. Garrett devrait être un personnage insupportable. Mais d'une part, son caractère très casse-cou se révèle assez souvent faire de lui l'homme de la situation. D'autre part, son équipe arrive en général à canaliser son trop-plein d'enthousiasme. Et pour plus de sûreté, la série commence en nous faisant la démonstration que, si voyou qu'il puisse être, il a la force de caractère qu'il faut pour tenir tête à sa bande d'amis racistes quand ils essayent de l'entraîner dans leurs opérations. Tout ça permet de garder l'équilibre et de rire des cascades de Garrett plutôt que s'en inquiéter. Vous vous en doutez bien d'après ce descriptif, Garrett fait partie de ceux qui se sont inscrits au cours d'Egon pour grappiller des points facilement, et non par véritable attirance pour le paranormal, si ce n'est une certaine fascination pour le fait de castagner des fantômes. Mais Egon a quand même 2 élèves passionnés parmi ses 4 étudiants. L'un des 2 est Roland Jackson. Bon, il semble surtout clair que ce qui intéresse Roland, c'est l'ingénierie autour de la chasse aux fantômes. Par contre, ce que j'ai vu, c'est l'Ecto 1, la voiture de SOS fantôme dans un musée de l'auto. Ces gars-là avaient un équipement pas piqué des hannetons. De fait, il deviendra l'ingénieur du groupe une fois l'équipe reconstituée. Roland a tout du premier de classe rêveur, idéaliste, un peu naïf et facile à manipuler. On disait que les membres de la nouvelle équipe n'étaient pas vraiment des ersatz des membres de l'ancienne, mais Roland ressemble tout de même à Ray par bien des aspects. Il a cependant un peu plus de plomb dans la tête que son aîné, sans doute en grande partie parce qu'étant plus sociable que lui, il est souvent beaucoup plus présent pour ses amis que Ray n'avait pu l'être pour les siens, mais probablement aussi et avant tout parce qu'il est dans une série plus sombre que Ray. Roland a des centres d'intérêt variés, il est loin d'être obsédé par l'ingénierie, et il est aussi réfléchi et prudent que Garrett est casse-cou et impulsif. Kylie Griffin est l'autre étudiante inscrite au cours d'Egon par conviction. Elle, c'est réellement par passion pour le sujet. Elle a perdu sa grand-mère peu de temps avant le début de la série, et elle a la ferme intention d'étudier les sciences occultes pour entrer en contact avec elle. Malheureusement pour elle, il y a très peu de vrais fantômes dans cette série. La plupart des fantômes combattus par notre nouvelle équipe sont en réalité des démons ou des dieux anciens. Et quand ce n'est pas précisé, il y a toutes les raisons de penser qu'on n'a pas affaire à des vrais fantômes non plus. Ces créatures peuvent mourir et revenir en fantômes d'elles-mêmes. Sauf erreur de ma part, on n'a jamais précisé que Slimer était l'âme d'un mort revenu à la vie. Mais qu'est-ce que c'est? Le fantôme de Flipper? Bon, dans un épisode, Egon dit à Eduardo qui menace de tuer Slimer que Slimer est déjà mort. Mais ça pourrait être juste une façon de parler. Il y a plutôt lieu de penser que c'est un genre de poltergeist. Donc qu'il soit un fantôme de lui-même n'est pas forcément idiot. En tout cas, pas autant que de voir un fantôme mourir. Et rester à l'état de cadavre ensuite. I think he's dead. He's a ghost. No, I mean like dead. Bref, Kylie déclenche les événements du premier épisode en tentant de contacter sa grand-mère dans l'au-delà. À la fin de l'épisode, elle rejoint l'équipe. Bien que moins naïve et idéaliste que Roland, elle n'en est pas moins convaincue de l'utilité de son travail qu'elle prend très au sérieux. Ayant étudié les sciences occultes en dilettante avant de rejoindre le cours d'Egon, elle a une solide culture générale en matière de mythologie en tout genre, et ça se révèle généralement bien utile pour résoudre le problème du jour. Elle tient beaucoup à donner d'elle l'image d'une fille gothique froide et sarcastique, mais c'est une façade, elle était pom-pom girl au lycée. Venons-en enfin à Eduardo.
À l'instar de Garrett, il s'est inscrit au cours d'Egon pour grappiller des points facilement alors qu'il ne croit pas au paranormal. Mais contrairement à Garrett, ce n'est pas tant parce qu'il est négligent avec ses études que parce qu'il a des difficultés à les mener à bien même en travaillant sérieusement. On sait d'ailleurs grâce à lui que les héros continuent leurs études tout en travaillant comme Ghostbusters, puisqu'on le voit faire des devoirs dans le cadre. On constate également qu'il assimile quand même à peu près ce qu'il apprend, qu'il l'applique en situation de façon plus pertinente que les auteurs eux-mêmes, et qu'il n'est pas réfractaire à la lecture. Quoi, tu lis J.N. Klein? Tu lis? Pourquoi est-il mauvais élève ? Ce n'est jamais vraiment précisé, mais vu qu'il a un fort accent espagnol en VO, c'est peut-être parce qu'il n'est pas complètement à l'aise en anglais. Eh oh, tu plaisantes. L'année dernière, j'ai lu Les perceuses ridicules de Molière. Eduardo Riviera est sans doute le personnage le plus intéressant avec Garrett, étant donné que, comme lui, il est à contre-pied de tout ce qu'on attend qu'il soit. Au lieu d'être le gros dragueur sans cervelle et bad boy qu'on s'imagine, c'est un cancre à son corps défendant, mais plein de bonne volonté, cynique comme quelqu'un qui n'a pas une vie facile, mais volontaire. Non. Non? Si. Certes, il vit au crochet de son frère policier, qui le considère comme un loser et n'est franchement pas ravi d'être encombré par ce frangin sans avenir apparent, mais ce n'est clairement pas le choix d'Eduardo, et il a une sincère affection pour son neveu. Et non, il a du bagou dont il joue beaucoup avec les figurants, mais il ne drague pas tant que ça. Il y a de la vérité fausse numéro 2 entre lui et Kylie, mais elle se montre davantage intéressée par lui que lui par elle. Ce n'est jamais concrétisé. Il n'y avait pas forcément besoin que ça se concrétise, la série contient bien assez de développement de personnages comme ça. Mais si ça s'était concrétisé, ça n'aurait sans doute pas été inintéressant. La dynamique entre Kylie, qui essaye de jouer la froideur et la hauteur pour se donner contenance, et Eduardo, qui est de bonne volonté mais a réellement trop de choses à gérer dans sa vie pour être complètement performant dans ce qu'il fait, et essaye d'assumer avec autant de dignité que possible, est une bonne dynamique. Quoi qu'il en soit, Eduardo est bel et bien le malchanceux de l'équipe, mais il n'est pas ridicule pour autant. De la même manière qu'elle prenait des précautions avec Garrett pour ne pas le faire paraître antipathique, la série prend des précautions avec Eduardo pour que ni lui ni les autres ne se ridiculisent quand ils sont immatures. Contrairement à ce qui se passe couramment dans les séries animées, les disputes fréquentes entre les héros ne sont jamais la raison pour laquelle le méchant a le temps de s'enfuir dans Extreme Ghostbusters. Car quand les héros se disputent, ils ont quand même le réflexe de continuer ce qu'ils sont en train de faire. Même s'il est le plus maladroit, Eduardo ne fait pas exception à cette règle. Pour finir sur Eduardo, mentionnons que c'est lui qui a la plupart des catchphrases. Il présente sans cesse l'équipe des Ghostbusters comme étant des scientifiques. Je suis un scientifique, nous sommes des scientifiques. Je suis pas un scientifique pour rien. Et quand quelqu'un s'interroge sur l'absence d'un tel, sa réponse est invariablement la même. Il est peut-être mort. Il est peut-être mort. Eh ben, il est peut-être mort. Eh ben vas-y, te gêne pas, pique-moi mes répliques. Comme dans Real Ghostbusters, la cohérence n'est pas forcément le principal souci des scénaristes. De même qu'il y avait une ambiguïté dans la première série sur si Janine était payée ou pas, elle prétend dans un épisode d'Extrême qu'elle ne prend jamais de vacances alors qu'elle en a pris dans un épisode précédent. La série n'est pas toujours très cohérente sur certains détails techniques, comme le fait qu'on puisse ou non prendre les fantômes en photo. Comme vous le savez, il est impossible de photographier un fantôme. Et là encore, la dangerosité des packs à protons pour les figurants varie selon l'épisode. Faut dire que les packs à protons sont en scénarium et peuvent servir à peu près n'importe quoi. La structure des épisodes d'Extreme Ghostbusters est différente de celle de Real et plus stéréotypée. Dans Extreme Ghostbusters, le scénario est systématiquement centré sur la créature à vaincre, là où ceux de Real étaient centrés sur une situation marrante et ou un lieu marrant impliquant un ou plusieurs monstres. Le concept d'Extreme Ghostbusters est d'ailleurs plus intuitif pour un truc qui s'appelle Ghostbusters. Comme on disait précédemment, les monstres affrontés sont plus souvent des créatures mythologiques, dieux ou démons que des fantômes. Ils sont plus dangereux que ceux de Real Ghostbusters. Contrairement à eux, ils attaquent les figurants et il arrive que leurs victimes meurent. Ou du moins qu'on nous laisse dans l'ambiguïté et qu'on ne nous rassure jamais sur le fait qu'ils ont survécu. En contrepartie, il y a moins d'inertie ontologique que dans Real. Il est plus courant que les choses se réparent toutes seules une fois le monstre vaincu. Oui, sans limite de temps. Sinon, le générique reprend le thème bien connu de la première série et fait apparaître des monstres de la première série. Mais allez savoir pourquoi, on a retiré des paroles à la chanson. Le titre. Ils ont retiré le titre. Expliquez-moi pourquoi. The Real Ghostbusters et Extreme Ghostbusters sont deux séries très différentes. Ce qui est peut-être un peu ballot si on doit les considérer comme faisant partie de la même franchise. Du coup, il n'est pas franchement possible de déterminer laquelle est la meilleure. Chacune vise un objectif différent. Chacune a des défauts et des qualités qui lui sont propres. Il y en a forcément une qu'on préférera. En ce qui nous concerne, c'est Extreme Ghostbusters, parce que ce style de série nous parle davantage. Et peut-être que, selon le stade où on en est de sa vie, cette préférence passera de l'une à l'autre. Mais objectivement, ce sont toutes les deux de très bonnes séries qui méritent qu'on s'en souvienne.
Mais moi, j'enregistre une activité fantomatique à l'intérieur, c'est très net. Par conséquent, afin de classifier un phénomène paranormal, il faut en premier lieu faire une évaluation précise des facteurs déterminants qu'il compose. Qu'allez-vous chercher, cher Oscar? Je suis venu vous voir, c'est tout. J'avais simplement envie de faire un peu d'escrime, rien de plus. Nous sommes les enfants de la nuit. Nous sommes les ombres silencieuses. Nous devons suivre ce précepte immuable. Mais... Quelqu'un a brisé le silence. Toi? Ah oui, mais cette fois, ça a l'air sérieux. Ne serait-ce que l'adresse. Oh, j'ai beaucoup voyagé depuis que j'ai obtenu mon brevet de pilote. Je vois que vous avez le sens de l'humour. Allô, ici Ray dans Ecto 1, vous me recevez? Rien ne sert de discourir, honnête carabin. Je vais sortir ce manant de la belle manière et l'électricité jaillira dans une profusion telle que vous pourrez en faire péter les contraires. Je vois quelqu'un a envie d'avaler son bulletin de naissance dans le coin. Montre-toi, espèce de larve puante et gluante. Ouais, à mon avis, le terme scientifique pour ça, c'est machin-chose. Non, j'étais à 2 doigts de signer, mais je préfère attendre un peu que Brad Pitt soit disponible. C'est vrai, regarde ce physique de rêve. Écoutez ça, l'équipe. Un groupe d'adolescents résout l'énigme des bateaux disparus. Le capitaine Cutler et son épouse appréhendés par le shérif. Dis donc, il doit y avoir une erreur épouvantable, parce que moi, en fait, j'étais juste venu pour le discours. SOS fantôme, si on vient vous chatouiller les pieds la nuit, nous viendrons vous aider. On avait à peine 13 ans. Je l'ai embrassé et le pauvre garçon est resté dans le coma pendant 3 jours. Oui, allô, j'écoute, là où on passe, les spectres trépassent. Oh, c'est incroyable. Bon, pourquoi t'es pas mort? Comment peut-on être aussi cruel que vous et diriger un cirque? Ça, moi je ne le comprends pas. Oh ouais, c'est ça, arrête, tu me fais rire. Débarrasse-toi d'abord de tes angoisses et après on verra. Oui, tu pourras l'écrire ton article à condition de ne pas nous citer dedans. Ah, salut agent P. Le Major Monogramme n'est pas là, mais il a laissé un message. Cher Karl, je n'ai pas été kidnappé, alors inutile de le chercher, de me chercher. Mais certaines cultures connaissaient des incantations et fabriquaient des objets talismaniques qui fonctionnaient en complément d'une structure d'emprisonnement. Mendel, c'est quoi le mot-clé pour ces sporanges? Personne ne connaît nos phobies, et pourtant cette chose, quelle qu'elle soit, les devine. Vite, Wisto! Mon sabre! Tout finit toujours par s'arranger, Chris. Même mal. Avec plaisir. Mais quand je dis quelque chose, ça n'est pas forcément idiot. Alors je t'en prie, tu arrêtes. Quel secret? Raon n'a rien fait. Il ne mérite pas votre supplice. Vous aimez MacGyver? C'était une série complètement débile. Oh, je suis MacGyver. Je fais une bombe avec une peau de banane et un grille-pain.